Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va peut-être me faire perdre l'intégralité de mes abonnés. Je ne sais pas, je m'y prépare. En tout cas, il est fort possible qu'à la suite de cette vidéo, certains et certaines d'entre vous m'aiment beaucoup moins qu'avant, voire ne m'aiment plus du tout, voire m'en veuillent énormément. Ou pas, on verra bien. En tout cas, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche et qui divise, c'est le fameux reconstructionnisme. Et on va essayer de voir aujourd'hui tout simplement si le reconstructionnisme, alors déjà on va voir ce que c'est, et on va voir si c'est une démarche qui est tout simplement possible et faisable. C'est parti, on se lance, on y va. Asseyez-vous, prenez un biscuit, un thé, on se détend, on ouvre ses chakras, on aligne ses méridiens ou pas, et on essaie de se mettre dans de bonnes dispositions et de garder l'esprit ouvert, n'est-ce pas? Alors en tout cas, quand on est dans une dynamique, que ce soit le néopaganisme ou tout simplement une passion pour le passé, en particulier si on a envie de se lancer dans une dynamique de reconstitution comme les fêtes médiévales ou ce genre de choses, vous êtes immanquablement tombé sur un moment ou un autre sur cette phrase-là. Les anciens faisaient comme ça. Vous entendez mon chat, il n'est pas d'accord du tout avec ça. Alors, c'est une petite formule anodine qu'on retrouve absolument partout, dans tous les bouquins de spiritualité New Age que j'ai lus, j'ai trouvé ça. Les anciens faisaient comme ça. Ouais, qui sont les anciens? Est-ce que c'est ma grand-mère? Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est Michel Drucker? Est-ce que c'est Nabucodonosor? On ne sait pas. Les anciens. Le problème, c'est que c'est quand même quelque chose de très très vaste, les anciens. Et du coup, derrière ça, on va mettre une catégorie quasiment infinie de choses qui n'ont pas forcément de lien entre elles. À partir de là, on se retrouve avec une quête qui divise encore et toujours deux clans qui sont prêts à s'affronter dans une lutte sanglante jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, tel des Highlanders des temps modernes. D'un côté, les reconstructionnistes fervents défenseurs de l'exactitude historique et qui souvent se plantent lamentablement, et de l'autre, les syncrétistes qui se disent on s'en fout, on fait ce qu'on veut, après tout c'est du passé. Bien. Alors, j'ai l'air de me foutre des deux, comme ça. En réalité, mon point de vue, il est pas si tranché que ça. J'ai même pas vraiment de point de vue sur la question. Je suis là essentiellement pour présenter les choses, après c'est à vous de faire votre boulgui-boulga. Cela dit, il faut bien dire que l'un et l'autre ont des arguments. On va pas parler des syncrétistes aujourd'hui, on va parler uniquement du reconstructionnisme, puisque c'est le sujet de cette vidéo et que sinon on en a pour 2 ans et demi. Mais en tout cas, on va voir qu'il y a du pour et il y a du contre dans les deux. Donc, on va essayer de démêler un petit peu un camp, puis si jamais l'autre, si jamais il vous intéresse, même si l'autre, du coup, vu que c'est un adepte de on fait ce qu'on veut, finalement, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut tirer de tout ça. Alors, on va commencer par définir ce que c'est que le reconstructionnisme, parce que ça c'est quelque chose qu'on entend à toutes les sauces dans les domaines historiques et pseudo-historiques. Alors religieusement et spirituellement parlant, je parle essentiellement de ces vagues-là, même si c'est aussi valable pour tout ce qui va être reconstitution historique dans un domaine de divertissement comme les fêtes médiévales dont je vous parlais tout à l'heure. La reconstruction, comme son nom l'indique, c'est l'essai, la tentative de rétablir quelque chose d'historique, aujourd'hui plus ou moins disparu, en le rapprochant au plus possible de ses coutumes originelles, le plus souvent en se basant sur des sources historiques, archéologiques et ou scientifiques. Sur le papier, ça a l'air bien. On va donc laisser de côté tout ce qui va être un peu flou, tout ce qui va être sujet à controverse pour se concentrer sur les choses dont on est à peu près sûr, historiquement parlant. On a de la chance, l'histoire elle a quand même eu pas mal de développement depuis ses premiers balbutiements dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on a des moyens d'exploration et des moyens d'analyse et d'expérimentation qui sont quand même plutôt fiables. Mais le problème, c'est que les sources sont parfois nombreuses, parfois éparses, et que même si on trouve largement de quoi se mettre quelque chose sous la dent, eh bien ce qu'on trouve, c'est pas forcément extrêmement pertinent. Alors, sur le papier, le reconstructionnisme a beaucoup d'avantages, puisque on est dans l'idée de se rattacher à une continuité, notamment dans tout ce qui va être les paganismes polythéistes, donc qui vont nous inscrire dans une espèce d'égrégore de projection mentale qui va trouver ses racines dans quelque chose qui a vraiment existé.
qui est attesté historiquement parlant, donc voilà, quelque chose de tangible. On va se dire qu'on est en train d'essayer de pratiquer un culte tel qu'il était pratiqué à Rome sous le règne d'Auguste, ou une religion bien sûr, une religion égyptienne de la 20e dynastie, ou le paganisme viking juste au moment de la conquête et du raid de l'abbaye de Lindisfarne. Et si on est partisan de l'égrégore, donc de cette idée d'un esprit de groupe qui est formé par une conjonction de croyances communes et d'intentions, et ben c'est plutôt sympathique de se rattacher à ça, puisqu'on se dit que depuis le temps, cet égrégore a été amplement nourri, et qu'on se rattache donc à quelque chose d'authentique, de tangible, et en plus on participe à la survivance d'un patrimoine qui, sans cela, contribuerait à disparaître. Du coup on est vraiment dans une idée d'intégrité intellectuelle. En plus de ça, c'est une super opportunité pour se cultiver, pour apprendre des choses, parce qu'on est obligé de faire de la recherche, on est obligé de se remettre en question, parce qu'il y a des découvertes qui viennent de temps en temps balayer tout ce qu'on croyait ferme et établi. On essaye de mieux comprendre les sources des choses auxquelles on croit, ou des choses auxquelles on se rattache, ou des choses qui nous passionnent. On va donc pas se contenter de croire en des choses que l'on nous dit parce qu'on nous dit c'est comme ça, et sans chercher à comprendre plus loin, on va au contraire essayer de décortiquer, d'analyser, etc. Donc, par exemple, on se dit tiens, j'offre des cadeaux à Noël ou à Yule, eh bien on est directement dans la continuité d'une coutume romaine, la fameuse coutume des Strenae, en l'honneur de la déesse Strena, qui a donné le mot étrenne aujourd'hui. Donc on a une idée de la portée un peu plus symbolique du fait d'offrir des cadeaux, et on sort du simple mercantilisme consumériste qui est souvent très décrié par certaines personnes à ce moment-là. Donc on est dans l'idée que on va se développer intellectuellement, on va développer notre culture, donc c'est quand même assez merveilleux de pouvoir rétorquer des choses aux gens, on a des arguments, on peut discuter, on peut alimenter des discussions, on peut alimenter des passions, bref, sur le papier, c'est chouette, c'est merveilleux, sur le papier. Parce que dans la réalité, on va voir que c'est un petit peu différent. Il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est l'apprentissage de certaines langues. C'est-à-dire que j'ai vu des païens reconstructionnistes qui ont été jusqu'à pousser le soin du détail en apprenant la fameuse langue en vigueur chez les peuples auxquels ils se rattachent. Donc on a pas mal d'assatroirs qui essayent de parler vieux norrois, on a pas mal de kémites qui essayent d'apprendre les hiéroglyphes, pas mal d'hellènes qui apprennent le grec ancien, pas mal d'adorateurs du paganisme romain qui se penchent sur le latin. Et on va dire que dans ce domaine, globalement, on n'est pas tous favorisés de la même manière. On va pas se mentir, il y a quand même des langues qui sont mieux renseignées que d'autres. On va avoir, je vous demanderai juste une petite minute de silence pour tous les reconstructionnistes celtes qui se débattent avec les langues gaéliques anciennes, ou pire encore, avec les dialectes gaulois qu'on connaît pas bien du tout. On a plein de vocabulaire des dialectes gaulois, mais leur niveau grammaire, c'est le traversée du désert impérial. Donc voilà, donc on n'est pas quand on est hellénistique, pas Hélène. Pas qu'on s'appelle Hélène, enfin vous avez compris. Globalement, quand on apprend le grec ancien, on est quand même un peu favorisé par rapport aux gens qui se disent « Tiens, je vais me lancer dans le gaulois helvète !» Non. Donc, effectivement, le but, évidemment, ça va être de pouvoir se raccrocher à une continuité historique. Aussi, de pouvoir lire les textes dans leur langue d'origine sans passer par des traductions qui sont quelquefois un petit peu chaotiques, on va pas se mentir, et aussi pour communiquer entre différents adeptes en utilisant cette langue-là et puis en la faisant perdurer, parce qu'une langue c'est magnifique, c'est merveilleux, et que faire perdurer les langues c'est une bonne chose. Même les langues mortes, surtout les langues mortes, c'est surtout intéressant. Mais, et en plus, voilà, quand on est à l'autre bout du globe, et bien par exemple, on va prendre le cas des Hellènes. Si vous avez un Hellène canadien qui a envie de discuter avec un Hellène australien, bon c'est un mauvais exemple parce que techniquement ils parlent tous les deux anglais, avec un Hellène russe, ce sera déjà un peu plus pertinent. On va dire que s'ils parlent grec ancien tous les deux, ben, ils vont pouvoir se comprendre alors que leurs langues maternelles sont très différentes. Donc on a des petits points qui peuvent être intéressants. En plus, on a toute cette idée
d'un décorum qui va naître de ça et qu'on va pouvoir mettre en place pour cultiver les gens. Je vous parlais des fêtes médiévales tout à l'heure, mais il y a pas mal d'autres festivals qui s'attaquent à la reconstruction également, pour montrer par exemple comment fonctionnait une certaine souche de population, ou reconstituer une célébration telle qu'elle était pratiquée à l'époque. Donc on a ces idées-là, on va reconstituer des costumes, des objets, des armes, des équipements. C'est souvent ouvert au public, il y a des manifestations, on est dans l'idée d'un partage et aussi de cultiver des gens, de faire perdurer quelque chose. Donc il y a quand même une portée didactique et une portée pédagogique assez intéressante et assez importante. Parce que, évidemment, l'idée, ça va être d'avoir un maximum de données, un maximum de renseignements pour pouvoir faire vivre ce genre de choses qui, sans cela, comme on l'a dit, auraient été complètement perdues. Donc on est plutôt dans une idée sympathique. Donc en plus on est en plein dans la thématique en ce moment de la conservation du patrimoine. On se rend compte à quel point, depuis quelques années, à quel point c'est important, à quel point on détruit des choses de temps en temps sans s'en apercevoir. Donc quand on a une pratique qui va jusqu'à dépasser la démarche spirituelle, on a beaucoup d'historiens, d'archéologues qui sont eux-mêmes des reconstructionnistes à leurs heures perdues, donc on se retrouve vraiment dans quelque chose qui peut être très très intéressant au niveau culturel et au niveau intellectuel, ça c'est une certitude. Donc on est dans une démarche assez rigoureuse qui s'appuie autant que possible sur des faits, non pas sur des suppositions et non pas sur des fantasmes, n'est-ce pas ? Donc, d'où, j'imagine, la petite hostilité entre les deux camps dont un qui a la sensation d'avoir une démarche plus intègre qu'une autre qui est un peu plus vue comme une démarche en dilettante. Bon, cela dit. On a donc beaucoup de reconstructionnistes qui s'appuient sur des faits établis, dont ils peuvent fournir un certain nombre de preuves et qui sont donc persuadés de détenir la vérité. Spoiler alert, c'est faux. Alors le problème, c'est qu'on a tendance à s'imaginer qu'on peut reconstruire le passé, et ça c'est un écueil cuisant. En réalité, le gros souci, ce sont les sources. Alors vous allez me dire, il y a des choses pour lesquelles on a énormément de sources. On a des textes, on a des sources archéologiques, on a même une iconographie assez vaste. Certes, mais tout ce qu'on a, eh bien c'est qu'une partie visible de l'iceberg, et souvent cette partie-là, elle est non seulement très petite, très fractionnaire, mais elle est aussi incomplète et quelquefois complètement faussée. Par exemple, on sait qu'on a des auteurs qui n'étaient pas toujours intègres, qui manquaient un petit peu de recul. Oui, Tacite, on parle de toi. Il faut savoir par exemple, puisqu'on parle de Tacite, puisqu'on va tacler Tacite est mort, on a le droit de dire du mal de lui. Alors techniquement, est-ce qu'on a le droit de dire du mal des morts ? On n'a pas le droit de dire... Hein, si, on va s'accorder ce droit-là avec Tacite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une des sources textuelles, littéraires, donc principales qu'on a sur la Germanie antique, c'est un ouvrage qui s'appelle La Germanie, d'un auteur romain qui s'appelle Tacite, qui vivait donc au 1er siècle. Tacite a donc écrit un livre, La Germanie, où il détaille les peuples germains, leurs us et leurs coutumes. Tacite n'a jamais foutu un pied en Germanie. Il a écrit son livre essentiellement en recoupant des sources diverses, en particulier de voyageurs ou de marchands ambulants qui avaient eu commerce avec des Germains, quelquefois avec des Germains qui étaient eux-mêmes venus à Rome, mais Tacite n'est jamais allé en Germanie. Pour reprendre encore un autre exemple, la plus grande source textuelle et littéraire que l'on ait sur la Gaule, c'est la guerre des Gaules de Jules César, donc c'est une source qui vient de l'ennemi. C'est quand même moyen pour se dire qu'on va être objectif, et en plus d'un ennemi qui avait lui-même des petites choses à gérer. Il faut savoir qu'il avait quand même une œuvre de propagande à mettre en place, hein, c'était un Dux Bellorum, un général par la suite, bref, il a eu pas mal d'étiquettes, ce cher Jules César, donc il fallait quand même avoir un certain prestige, n'est-ce pas ? Et surtout, il fallait quand même justifier auprès du Sénat que la conquête des Gaules prenait un peu plus de temps que ce qui avait été prévu au départ.
Du coup, valait mieux grossir le trait et dire que les Gaulois et les autres peuples barbares qu'on avait croisés étaient des abominables sanguinaires complètement barjots, qui jouissaient d'une force surhumaine, plutôt que de dire que simplement on avait un peu sous-estimé l'ennemi et que les forces romaines n'étaient pas si bien organisées que ça. Et qu'en plus on n'avait pas amené assez de vivres, mais ça c'est encore un autre débat. Mais vous avez compris, les textes qu'on a, en fait, ne sont pas toujours écrits par les peuples en question. Les textes contemporains, j'entends. Donc, souvent, en plus, quand on s'attaque à certains peuples comme les Germains, comme les Celtes, on s'attaque à des peuples qui n'écrivaient pas à vocation spirituelle ou à vocation historique. Alors on a souvent cette idée-là que les Celtes n'écrivaient pas, c'est totalement faux, les Celtes écrivaient. Ils maîtrisaient même non seulement l'alphabet latin, mais également l'alphabet grec. Ils avaient une langue qui était, alors avec plein de variantes régionales qui font pleurer les philologues, mais qui était extrêmement développée, extrêmement aboutie. Seulement, ils n'écrivaient que pour l'administratif. Pour eux, l'écriture, c'était quelque chose qui n'était pas fondamental et qui était quelque chose de très profane. Et du coup, au niveau du légendaire, au niveau des épopées, au niveau du panthéon, au niveau du culte, au niveau de la religion, et même quelquefois au niveau de l'organisation sociale, de la manière dont étaient gérées les villes, les groupes de personnes, etc., et ben on a Copec. Rien du tout. Et ça c'est très gênant parce que, on n'a qu'une partie extrêmement infime. En gros, on a les tractations commerciales, on a quelques épitaphes, et on a quelques tablettes de défiction qu'on a retrouvées, qui sont très tardives, les tablettes de défiction, elles datent souvent d'après la romanisation, donc on sent qu'il y a quand même une influence romaine. On l'a vu dans Une année en magie, si jamais vous avez suivi, on avait parlé de la tablette de défiction dont s'était inspiré Helvetii, par exemple, Helvetii, pardon, que je le prononce correctement, pour la chanson des Sumis Louret ou pour la chanson Brictom, et on en avait parlé également quand on avait parlé de la magie grecque l'année dernière. Mais vous savez que voilà, c'était des sources qui étaient des sources écrites, mais qui sont extrêmement parcellaires, et la seule source écrite véritablement importante et autre qu'une tractation commerciale qu'on ait en langue gauloise, c'est le calendrier de Coligny. C'est quand même pas Bézef. On va pas se mentir. Du coup, on se retrouve avec des sources qui sont finalement parcellaires et biaisées. Et les sources postérieures qu'on peut avoir pour certains autres peuples, je pense notamment aux peuples vikings ou germano-scandinaves en général, eh bien ce sont des sources qui sont elles-mêmes biaisées par le passage du temps. Aujourd'hui, on parle souvent, je vois beaucoup de gens qui parlent des Eddas comme étant la parole d'évangile. Faut pas oublier que les Eddas ont été écrits, ou en tout cas compilés, au XIIe siècle par un chanoine chrétien. XIIe siècle, on rappelle que la fin de l'ère viking date des environs de l'an 1000. Donc c'est quand même à peu près un petit peu moins de 2 siècles plus tard, il s'en passe des choses en 2 siècles. Et en plus c'est écrit du point de vue d'un chrétien, qui a pu mal interpréter des choses, mal en comprendre certaines, ou carrément en évincer s'il trouvait ça trop dérangeant. Du coup on se retrouve avec des écrits qui ne sont pas fiables à 100%. Alors vous allez me dire dans ces cas-là, si on n'a pas les écrits, on a l'archéologie. Oui, on a l'archéologie, mais l'archéologie, elle peut interpréter que ce qui a traversé le temps. Et généralement, c'est encore plus parcellaire. On va avoir tous les supports comme le bois, par exemple, qui ont complètement disparu. On l'a vu quand on a parlé des Ogham. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets... Je crois qu'il est là, je sais jamais, je suis pas une influenceuse, je suis une youtubeuse en carton, bref, vous avez compris, dans le petit i. On l'a vu quand on a parlé des Ogham, on sait que par exemple, c'était un langage qui était écrit essentiellement sur du bois, or, le bois, ça se conserve pas. Donc on n'a pas tout ce support écrit, il nous manque énormément de choses et l'archéologie, ça a quand même ses lacunes. Par conséquent, on se rend compte que on va se retrouver avec une énorme dissension entre certains peuples, entre des peuples qui écrivaient beaucoup, comme les Romains ou comme les Grecs, sur lesquels on a une documentation qui est monstrueuse et où on va avoir beaucoup de choses, mais là encore... on n'a pas tout et c'est pas toujours exact, n'est-ce pas? Mais on a quand même beaucoup de matière, alors que si on veut s'attaquer à la religion gauloise ou à la religion germanique antique, là tout de suite on va se faire des cheveux blancs méchamment. Du coup, voilà, on peut se heurter à ce genre de choses. Et puis on a même des civilisations, on a des sources complètement
inexistante. On n'a pas de traces écrites, on a très peu de traces finalement tangibles au niveau de l'archéologie. Si par exemple on se trouve face à des peuples nomades, si on remonte encore plus dans le temps. Donc on a d'énormes mystères sur lesquels on se casse le nez et sur lesquels on peut finalement ne prononcer que des hypothèses qui sont parfois très bancales ou très incertaines. Stonehenge, on parle de toi, hein. Mais ça n'a pas besoin d'être ancien d'ailleurs, hein, parce que regardez l'île de Pâques. C'est pas si ancien que ça, et on a que dalle. Quel bonheur de reconstruire les choses. Vous avez tellement eu raison de vous lancer là-dedans. Non. En tout cas, et puis même avec des sources solides, ça a des limites. Tout simplement parce que, eh bien, ça fait longtemps qu'on ne vit plus dans ces époques-là. Même si on a beaucoup de sources sur l'Antiquité romaine, eh bien, ça fait longtemps que l'Antiquité romaine n'existe plus. Aussi merveilleux, aussi fantastique que ça puisse paraître, il nous manquera forcément des choses. Et c'est absolument impossible aujourd'hui de reconstituer un schéma social à l'identique à une époque différente. Impossible. Non seulement notre société fonctionne plus du tout de la même manière, on a beaucoup de coutumes qui ont disparu, et souvent, c'est pas plus mal, on va pas se mentir, mais en plus les entités sociales elles-mêmes ont complètement changé. Le régime politique n'est plus le même, la densité de la population n'est plus la même, les droits, les devoirs auxquels on est soumis ne sont plus les mêmes, la notion même d'être humain a pu évoluer, on a eu des vagues d'influences chrétiennes puis monothéistes dans différentes vagues qui ont laissé des traces dans la mentalité, et le mode de vie est totalement différent. On a beau vouloir célébrer le cycle des saisons, opérer un retour à la nature, on a quand même un frigo à la maison, hein. Et un système d'éclairage. Est-on prêt à renoncer à ça ? Et puis même puisqu'on parle des saisons, le climat lui-même n'est pas le même. Ça a changé, le paysage a changé, les villes n'ont pas la même taille, il y a plein d'espaces naturels qui ont reculé ou qui ont évolué ou qui ont migré ou qui ont muté, on a plein d'entités comme les forêts, comme les rivières, comme les mers, qui ont complètement changé d'aspect. Du coup, même les constellations, quand on les regarde, ne sont plus les mêmes. On sait qu'avec le phénomène de la précession des équinoxes, le ciel qu'on regarde aujourd'hui n'est pas le ciel qu'on regardait il y a 500 ans. 500 ans, c'est pas si long que ça à l'échelle humaine. Mais en tout cas, même notre perception du temps, je rajoute des trucs, désolée, notre perception du temps a changé, les calendriers ne sont plus les mêmes. Donc c'est difficile. Aujourd'hui, par exemple, si on veut retrouver la date exacte d'un ancien festival qui ne soit pas relié à un phénomène astronomique, c'est un petit peu compliqué, parce que les calendriers ne sont plus les mêmes, et c'est parfois très difficile de faire correspondre les anciens calendriers au calendrier actuel, parce que la dynamique de découpage du temps n'est plus du tout la même. On a même un rapport à la notion de divin qui est complètement différente. Aujourd'hui, on a beau être sincère dans notre démarche, être polythéiste, on sait très bien que le soleil, c'est pas un mec sur un char qui tire une boule de feu. On sait très bien que c'est une étoile. On a beau y croire, on a beau lui donner le nom d'Hélios, d'Apollon ou de Ra, on sait très bien que c'est une boule enflammée autour de laquelle on gravite. Donc la croyance elle-même n'est pas la même et n'est pas possible. On ne peut pas avoir l'état d'esprit d'un citoyen romain du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ça ne fonctionnera pas. La science a trop évolué, l'humanité a trop évolué. On ne peut pas régresser autant, on ne peut pas reculer autant. Prendre une DeLorean mentale, c'est bien, mais ça a quand même ses limites. Donc aujourd'hui, certes, on va se raccrocher à certaines choses, on va essayer de reconstruire certaines choses, mais il faut bien dire qu'on va avoir une démarche qui va être plutôt proche de Jurassic Park que du voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'on va prendre l'ADN dont on dispose, qui a plein de trous, et on va foutre de l'ADN de grenouille actuelle dedans en se disant c'est bon, ça va le faire, ça va marcher, sauf que les dinosaures se reproduisent et que ça fonctionne pas très bien. Mais vous avez compris, le reconstructionnisme n'est plus exactement le même. Aujourd'hui, quand on voit des grandes célébrations qui tentent d'être reconstruites, il faut savoir que les célébrations avaient quelquefois des sacrifices humains, techniquement c'est interdit aujourd'hui. On aurait des candidats, on se doute bien, hein, mais bon, on n'a plus le droit de balancer ses voisins dans les tourbières, c'est vachement dommage quand même. Mais bon, on n'a plus le droit de faire ce genre de choses, et c'est tant mieux. Du coup, on se heurte quand même à un écueil, à une grosse difficulté par rapport au reconstructionnisme qui est l'intégrité
complète, intellectuelle. On ne peut pas être complètement reconstructionniste aujourd'hui, c'est absolument impossible. Par contre, on peut essayer de faire de la reconstitution, et ça c'est pas exactement la même chose. La reconstitution, on est plutôt dans cet esprit-là qu'on va essayer de reconstituer quelque chose, c'est-à-dire vraiment quelque chose l'idée de quelque chose qui a été cassé en 1000 morceaux, qu'on va essayer de remonter, et on va combler les vides avec de la résine, avec des petites choses qui vont se mettre dans les brèches, et qui vont faire que le tout va tenir et nous donner une idée de ce à quoi ça devait ressembler dans le passé. Et là, quand on est dans cette démarche, on est déjà dans une démarche intellectuelle qui est beaucoup plus lucide, beaucoup plus à notre portée, et puis beaucoup plus honnête également. Du coup, c'est peut-être pas plus mal d'essayer plutôt de se raccrocher à ce genre de démarche de reconstitution plutôt que de reconstruction. Puisque la reconstruction, elle va forcément laisser les trous. Quand on reconstruit quelque chose, on ne comble pas les trous qui sont dedans, sinon ça s'est reconstitué. Alors je sais que je joue sur les termes, je joue sur les mots, on va encore me dire que je suis pénible avec ça, mais si on veut être honnête 5 minutes avec soi-même et puis avec le monde aussi à côté, il faut quand même passer par ce genre de choses. Alors ça veut pas dire qu'on est complètement... qu'il faut laisser tomber l'exploration historique et qu'il faut faire du syncrétisme, absolument pas du tout, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais reconstruire complètement un culte qui a disparu depuis plusieurs siècles. C'est absolument impossible. Et quelque part, c'est tant mieux, parce que l'éternel retour n'est pas forcément une vocation très constructive au final, et qu'il faut absolument que l'humanité évolue. Donc c'est bien de se raccrocher à des choses du passé, à des choses sur lesquelles on apprend beaucoup, parce qu'on se cultive beaucoup, en faisant ce genre de démarche. C'est super de chercher des sources, c'est super de chercher des infos, c'est extrêmement constructif et extrêmement intéressant de chercher à se raccrocher à des faits historiques, à des faits archéologiques, mais il faut quand même pas perdre de vue qu'on reste des petits humains du XXe siècle, 21e. C'est là que je me rends compte que je suis vieille. En fait, quand on parle des anciens, finalement, c'est peut-être pas Michel Drucker, c'est peut-être moi, hein. Je suis une vieille personne. Mais bref, vous avez compris l'idée, on est vraiment dans cette idée de rester honnête avec soi-même et surtout de reconnaître que tout a des limites et que tout n'est pas possible. J'espère ne pas vous avoir trop vexé avec tout ça, j'espère ne pas vous avoir trop dégoûté avec tout ça. Si jamais le sujet vous intéresse, on pourra peut-être faire un petit cycle là-dessus, peut-être s'atteler à différents reconstructionnismes en fonction de certaines civilisations, si jamais vous avez envie de creuser un petit peu les choses. Ou pourquoi pas de parler du syncrétisme également, qui est l'ennemi numéro 1, mais qui en fait pourrait être un compagnon de galère du reconstructionnisme. Allez savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous me pardonnerez mes petits sarcasmes. C'est absolument sans la moindre méchanceté, bien entendu. Mais bon, de temps en temps, il faut bien taper un petit peu dans la fourmilière. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, parce que ça soutient la chaîne et ça aide à remonter dans le vilain algorithme, ou carrément vous pouvez même me laisser un petit pourboire sur Ko-fi. Et si vous voulez vous prendre la tête encore plus chaque mois avec l'histoire de la magie, de la sorcellerie et ma déesse, la grande, la parfaite, l'incroyable, l'étymologie, vous pouvez rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon. Je serai ravie de vous compter parmi les inscrits pour encore plus de magie au quotidien. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez un très grand soin de vous. Faites vos recherches. Lisez quand même Tacite parce que mine de rien, tout n'est pas à jeter chez Tacite. Lisez quand même Jules César parce que tout n'est pas à jeter chez Jules César non plus. Et surtout, restez magique. À très vite. Bye.